balkanisés. Ils n'ont qu'à regarder leur propre pays. Le Rwanda n'a qu'à regarder l'histoire du Rwanda, l'histoire et l'avenir du Rwanda. Ouganda, pareil. Et le Congo, aujourd'hui, a son histoire. Les zones de turbulence, le Congo a connu depuis des années, depuis 1960 jusqu'à maintenant, nous avons toujours traversé les temps de turbulence. Ça peut venir demain, nous l'avons déjà été, mais je ne peux pas dire que menace, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le programmer, mais quelque chose dont on sait que nous sommes vaccinés contre un certain nombre de menaces. Menaces de balkanisation, nous avons connu la sécession du Katanga qu'on a déjà vaincu. Nous avons connu tentative de balkanisation à l'est du pays que nous avons déjà vaincu. Nous avons vécu beaucoup de choses et qui devaient faire que le Congo ne soit pas le Congo d'aujourd'hui. Donc, nos enfants qui naissent sur le territoire congolais et qui grandissent, et voire même qui sont à l'extérieur du pays, se sentent congolais et veulent à tout prix protéger la nation congolaise. De ce côté, moi, je n'ai plus peur à partir du moment où je sais que je suis vacciné contre ça. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement, M. Kitoko, pour que, justement, que ces soucis soient la préoccupation de tout le monde, que l'exploration, la prise de possession de ce territoire, la domination des richesses, pour que cela bénéficie aux Congolais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions faire ce qu'on appelle l'appropriation, l'internalisation? Oui, là, vous faites appel à la prise de conscience de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Justement, alors qu'est-ce que nous devons faire dans nos familles, dans nos écoles, dans nos médias, dans les milieux professionnels, dans nos universités, dans les centres de recherche? Qu'est-ce qui doit être fait? Moi, je pense qu'il faut enseigner aux citoyens congolais, aux filles et aux fils de ce pays, leur enseigner la vraie histoire de ce pays, leur enseigner la richesse de notre pays, leur enseigner comment transformer notre richesse à cash flow. C'est facile de dire que le Congo est riche, mais le Congo a besoin d'argent. Être riche et avoir l'argent, c'est deux concepts différents. Il faut transformer notre richesse en un cash flow. Maintenant, il faut aussi enseigner que la guerre que nous devons livrer, c'est la guerre contre la pauvreté et non pas la guerre d'aller assassiner les humains, à les tuer, à les violer, comme le cas du M23, qui, sans programme réel, tout ce que nous avons comme capital, non seulement ça, tout ce que nous avons, parle des ADF, mais avec des Congolais tout ce dedans, que nous avons, et des politiques, et des civils, forcément recrutés, et des politiques qui étaient incapables de prouver de quoi ils sont capables quand ils étaient au gouvernement ici à Kinshasa. D'autres même au Parlement, ils ont été tout simplement des députés en carton, mais on le voit hausser les tons comme s'ils étaient capables d'apporter des miracles parce que mis à contribution pour déstabiliser le pays. Mais justement, voilà tout ce que nous avons enregistré comme capital par rapport à cette guerre dite d'agression du M23 qu'on veut faire croire au monde entier que c'était les Congolais entre eux. Sans programme réel, je n'ai pas vu un programme du M23 qui se réclame avec une autorité capable de diriger ce pays. Il n'y a pas un programme. Tout ce que nous avons enregistré comme capital, autant de tueries, autant de nombre de morts, autant de viols, autant de pillages, autant de choses incroyables sur le terrain. Voilà le capital de ceux-là qui, soi-disant, ils voulaient faire la politique pour diriger ce pays. Voilà ce que nous avons enregistré. L'enseignement que nous devons tirer de ça et ce que nous devons enseigner aussi à nos enfants, c'est que la richesse que nous avons doit être transformée à cash flow. Et le combat que nous devons livrer, c'est contre la pauvreté et non pas contre les humains. Et non pas contre les femmes qui sont pris comme des chairs à canon qu'on doit violer demain et on se sert comme on veut. C'est contre la pauvreté qu'on doit livrer la guerre. Et la pauvreté, elle est réelle. Ici en Afrique, et nous avons tout ce qu'il faut pour transformer notre continent, l'Afrique, à quelque chose, à un bijou, quelque chose qui est considérablement agréable. S'il y a cette volonté, cette prise de conscience, et nous avons cette capacité. L'Europe que vous voyez aujourd'hui, les sous-sols européens est complètement maudit, il n'y a rien. Et vous avez dit à certains élèves français que la France, c'était la terre des Caïns. Parce que il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, mais regardez, moi ce que je dis, ce que j'enseigne là-bas en France, c'est une histoire réelle, ce que je leur dis, une histoire réelle. Moi je dis, lorsque Dieu a dit à Adam,
que le sol est maudit à cause de toi. Adam, je le considère comme français, tout simplement parce que le sol français est complètement maudit, il n'y a rien. Mais le sol congolais n'est pas maudit. Mais nous avons les sous-sols. Ils ont la tête, ils ont la tête, ils ont l'homme comme richesse principale. Dieu n'a pas ôté aux Israéliens, même à Adam ou à Ève, l'esprit, l'intelligence, il n'a pas ôté ça. Mais tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est la transformation de tout ce qu'ils ont pris de l'autre côté. Vous voyez? Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de ce que nous pouvions nous-mêmes le transformer. Très bien. Pour y arriver, ce qu'il faut, l'actuelle classe politique, dans cette manière de faire, la politique des jouissances et du ventre, on va revenir à vous le rappel des principaux titres. À l'Équateur, le bureau diocésain des œuvres médicales invite la population de Mbandaka à continuer à observer strictement les mesures préventives d'hygiène contre l'épidémie à virus Ebola, même si cette épidémie qui sévissait depuis août dernier à Djera, dans les territoires de Bowende, vous vous en souvenez, tend à être déclarée finie selon John Camille Louo, le directeur intérimaire du Bedem Mbandaka Bikoro. La population doit rester vigilante. 4 morts et plus de 400 maisons endommagées. C'est le bilan de la pluie qui s'est abattue samedi sur le village Lualaba, à 30 km des Kolwezi au Katanga, dans le sud-ouest du pays, dans le sud-est plutôt. Les autorités locales plaident pour une assistance en urgence des sinistrés. Le maire adjoint des Kolwezi a toutefois promis de prendre en charge les soins des blessés. On s'envole pour le Burkina Faso où l'on a adopté dimanche le projet de charte qui va définir l'organisation durant la transition après la démission du président Blaise Compaoré, une démission forcée. Ce projet a été adopté à l'unanimité à la suite des discussions entre les partis de l'opposition, la société civile et les responsables religieux et coutumiers. La charte propose un réaménagement de l'ancien gouvernement vu l'urgence de la situation, et ce nouveau gouvernement ne doit pas excéder 25 membres dans ce pays pauvre de l'Afrique. On se quitte avec du sport. L'entraîneur congolais Florent Ibenge, les Léopards évoluant plutôt au pays, ont quitté Kinshasa dimanche pour Yaoundé, la capitale camerounaise, où se jouera le match de la 5e journée, groupe D des éliminatoires Cannes. Maroc 2015 contre le Cameroun. La délégation congolaise est composée de 19 personnes, dont 10 membres du staff technique et 9 joueurs. L'actualité revient sur Télé 50 dans pratiquement dans une demi-heure, mais le reste est aussi en contenu sur la bande défilante. Monsieur Kitoko, une petite parenthèse, le Maroc, surtout Rabat, reste inflexible et maintient sa demande de report pour cause d'Ebola. Dites-nous, vous qui avez passé quand même une bonne dizaine au Maroc, est-ce que c'est une décision, la cause évoquée par Rabat est réelle? Qu'est-ce que Rabat redoute? Rabat redoute, c'est un problème d'ordre sanitaire, c'est un problème d'ordre sécuritaire. Dites-vous. Ben oui, mais moi, quand Ebola, vous connaissez ce qu'il y a à manger, à boire et à vomir dedans, est-ce que c'est ça la vraie raison, redouter l'épidémie ou la contagion? Non, non, ce n'est pas question simplement des contingents, mais aussi c'est un problème d'ordre sécuritaire. Sécuritaire, vous savez que la question de l'Ebola va au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Les Américains ont eu les médicaments alors que cette maladie n'existait pas chez eux. C'est un sérieux problème. Ils ont eu un médicament contre Ebola, une maladie qui n'existait pas chez eux. Vous parlez de vaccin ou de médicament? Mais médicaments, vaccins, comme vous voulez. Alors, mais c'est quelque chose. Le vaccin découle justement, nous parlons d'une parenthèse, découle justement de la maladie elle-même. Mais cette maladie n'a pas été chez eux ou ne s'était pas déclarée chez eux. Comment ont-ils obtenu le vaccin? Ben justement, moi, tout ce que je sais en tant que panafricaniste, en tant qu'africaniste, je dis
il se pose des sérieux problèmes, des suspicions sur le mouvement, les incubateurs de microbes que disposent tous ces grands pays occidentaux. Et moi, je n'ai pas froid aux yeux pour dire tout simplement que c'est suspect de voir un pays qui n'a pas une maladie chez lui et qui dispose déjà des vaccins contre cette maladie-là qu'il n'a pas. Pourquoi les Américains n'apportent pas un vaccin contre typhoïde? Pourquoi ils n'apportent pas un vaccin contre typhoïde, un vaccin définitif contre typhoïde, un vaccin définitif contre la malaria? Tout simplement parce que ce sont des maladies qui n'existent pas chez eux. Mais pourquoi tout simplement Ebola, qu'eux viennent découvrir, nous faire montrer tous les ravages que ça fait? Ils ont déjà un médicament là-bas. Ils ont déjà des gens qui sont guéris chez eux pour montrer superpuissance, qu'on est hyper grand, ainsi de suite. Entre-temps, à partir du moment où ça frôle... Les 3000 militaires, eux, ils sont toujours dans la nature en train de combattre Ebola. Bon voilà, avec une armée qu'ils envoient pour aller combattre la maladie Ebola. Bon, je peux comprendre que ce sont des médecins militaires. Le royaume du Maroc est-il visionnaire, clairvoyant? Non, non, les royaumes du Maroc, moi, j'ai passé 6 ans au Maroc, je comprends la réaction des Marocains pour dire que c'est une réaction d'ordre sécuritaire. Je parle de la sécurité, non seulement la sécurité au niveau sanitaire, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur le sol marocain s'ils ne font pas attention. On referme la parenthèse. Je pense qu'on devait écouter quand même la voix du Maroc pour dire, bon, quand même, c'est un peu d'ordre sécuritaire. Mais entre la CAF menace comme si c'était une superpuissance, un État qui vient imposer... La CAF ne doit pas imposer le Maroc comme ça. Le Maroc, c'est un pays, un royaume indépendant et souverain. Mais la CAF agite déjà des sanctions. Mais ça ne sert à rien de bradir des sanctions lorsqu'on comprend que le pays veut se protéger contre un certain nombre de choses qu'il risque de maîtriser. Le Maroc est fragile. C'est un pays qui émerge, c'est parmi les pays émergents. Il ne faut pas fragiliser encore ce pays. Très bonne décision. Je crois que tel que c'est écrit dans le livre Le Monde en 2030, vu par la CIA, avec toutes les prédictions de malheurs et des graves problèmes pour les nations ou les économies émergentes, le Maroc, je crois que le Maroc est en avance, est en train de réfléchir et même clairvoyant. On ferme la parenthèse pour revenir à notre sujet. Vous avez compris? Vous avez compris. Alors, Michel, disiez, je posais la question, avec une classe politique congolaise comme celle que nous avons, avec une élite des jouisseurs, avec cette culture de la cueillette, avec ce manque de patriotisme, avec cet opportunisme, cette ambivalence, avec cette versatilité dans la classe politique congolaise et de l'élite, est-ce qu'il y a espoir qu'on fasse prendre au grand peuple la prise de conscience pour qu'on reste vigilant afin qu'on ne nous ratiboise pas ce pays et qu'on ne nous vole pas davantage ces richesses quand même pour nous laisser de tout ce que je sais, de ma conscience, des choses qui me traversent la tête et que je considère que sont des choses vraies, il faut savoir les dire au peuple congolais et aux citoyens de ce pays, de façon qu'il y ait la prise de conscience à tous les niveaux. Ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, vous allez comprendre que dans la conscience des dignes fils de ce pays, il y a des grands traîtres dans ce pays et qui font croire au monde entier qu'ils sont les maîtres à penser, ils ont la pensée unique pour diriger ce pays, alors qu'ils sont dans les incubateurs de trahison. C'est tous les jours qu'on les voit avec de petites réunions ici et là pour trahir ce pays. C'est anormal. Moi, j'aurais bien voulu que certains leaders, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, prennent conscience pour dire nous devons laisser ce pays entre les mains des enfants, le digne fils de ce pays, dans de bonnes conditions pour que ce pays aille vers de l'avant. Je ne peux pas croire un seul instant que nos amis... Le contraire serait peut-être courir le risque de voir ces enfants venir cracher sur nos tombes et puis même les profaner pour dire vous n'êtes pas digne, vous n'avez pas été digne. Mais tout simplement, imaginez un seul instant quand on fait la comptabilité de nombre de morts de guerre d'agression à l'est du pays. Plus de 7 millions de morts. Et cette guerre d'agression est compactée avec ceux que nous appelons des opposants armés dans ce pays, avec comme comptabilité 7 millions de morts.
il fallait quand même, au sein de l'opposition politique, pour dire assez pour qu'on n'insulte pas ceux de l'opposition de cette manière-là, de plainte, ici et là, pour que ceux-là qui ont pris les armes d'assaut pour détruire ce pays doivent être traduits en justice. Moi, je vous dis, nous ne sommes pas les seuls. Moi, je vous dis tout simplement. Non, vous pensez que ce pays auquel vous faites allusion, ces quelques opposants, vous pensez qu'ils soient les seuls dans ce complot? Moi, je pense que pour le moment, ils doivent prendre